Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation, calfeutrage, Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 22 août 2024. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Et but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise! Goal! Francis! Case! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, pour débuter l'épisode, les 30 premières minutes sont comme d'habitude avec notre fameux segment MLS, le segment coup franc où vous voyez l'image de thème, l'image qui définit le segment soccer. Toujours accompagné de nos fidèles collaborateurs Bruce Lubin et Nicolas Zotta. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Et toi, Marc-Olivier, comment ça va? Comment ça va, Nicolas? Ça va super bien, les boys. Merci d'être là encore une fois. Ça va très bien. Toujours content d'être fidèle au rendez-vous. Différent cette semaine. On est là jeudi plutôt que mercredi. Mais l'important, c'est qu'on est fidèle au poste comme à chaque semaine. Et encore une fois, on a du pain sur la planche ce soir. La semaine dernière, là, pour ceux et celles qui ont assisté au live, ça a été chaudement disputé comme segment parlant du CF Montréal pour, je vous dirais, le 95% du segment. Ça a été intense, ça a été mouvementé, ça a été des discussions avec une forte intensité. Je pense que c'est la première fois où j'étais autant dedans dans le segment MLS. Ça a été le fun, ça a donné tout un show. Puis encore une fois, ce soir, on va principalement parler du CF Montréal et du point de presse de Gabriel Gervais qui a eu lieu hier dans la journée. Donc, Nicolas, sans plus tarder, là, je te laisse y aller avec ça. Parfait. Je vais commencer par ça. Puis par la suite, on va parler du début des championnats européens. Donc, on va commencer comme ça. La conférence, ça s'est passée le 20 août dernier. Donc, Gabriel Gervais a vraiment commencé la conférence de presse par juste un point personnel. Donc, il a dit qu'il était très content du travail que toute l'organisation a fait pour le mercato, même avec les restrictions. Donc, l'effectif était complet, puis la masse salariale aussi était complète. Donc, on a vu partir quelques joueurs, on a vu venir. Puis, il rappelle aussi que l'objectif numéro 1, c'est de faire les séries. Puis, ceux qui ont regardé l'épisode de la semaine dernière savent c'est quoi notre opinion sur ça. Juste pour vous rappeler, il reste 9 matchs, dont 5 qui vont être à domicile au Stade Saputo. Puis aussi, il faut aussi prendre en compte que le dernier match de la saison va être au Stade Saputo. L'année dernière, je ne sais pas si c'était au Stade Saputo, mais les années précédentes, c'était surtout à l'extérieur. Je me rappelle du match contre DC United qu'on avait perdu puis qu'on avait raté les séries. Drette là, c'était pas le fun à regarder. Mais bref, continue sur ça. Comme j'ai dit, la priorité reste de faire les séries, tout ça. Après, on a demandé un peu comment était la situation sur Mathieu Choinière, puis Gabriel Gervais a dit en fait que le deal est en train de se concrétiser entre l'équipe suisse Grasshopper et le CF Montréal. Tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a eu des offres, puis ça s'est concrétisé dans les 3-4 dernières semaines selon Gabriel Gervais. Fait qu'il y a eu des efforts du côté du CF Montréal pour essayer de garder Monsieur Mathieu Choinière. Malheureusement, ça s'est pas
à donner. On a fait des offres, selon Gabriel Gervais, qui étaient à la hauteur du joueur et aussi à la hauteur des performances de la saison passée. Par la suite, une autre chose qu'il a parlé, en fait, c'est qu'il a parlé des transferts, bien sûr. Il a parlé comment certains des transferts, comme celui de Tom Pierce et David Bougaï, ont été aidés par nos chers amis de Bologne. On leur fait un salut pour plus tard parce qu'on va parler d'eux après. Est-ce qu'on fait un salut à M. Saputo? Euh, je vais rester poli, je vais dire bonjour, Monsieur Saputo, comment allez-vous? Mais bref. Fait que c'est pas mal ça, honnêtement. Bruce, je sais pas si tu as regardé la conférence de presse. Je veux avoir ton avis sur ça. Oui. Bonsoir à tous. Déjà, effectivement, j'ai regardé la conférence de presse. Une bonne conférence de presse dans l'ensemble. Mais c'est juste par rapport à certaines choses qui, qui m'embêtent un peu, en fait. Ce qui se passe, c'est que oui, on va être mesuré. Oui, parfait. Mais le problème, c'est que là, présentement, on a un club qui ne va pas bien. Et pourtant, il trouve encore le moyen, excusez-moi du terme, mais de dire de la bullshit devant les journalistes. Je sais pas si vous avez vu le ton qu'il a pris, mais à un moment donné, quand un club ne va pas bien et que tu essayes de trouver des excuses sur le mercato, que tu penses qu'il a été correct ou que tu penses qu'il a été réussi et qu'au final, le mercato te démontre que non et qu'au final, tu perds techniquement le joueur. On t'entend pas, Ouais, Bruce. on t'entend plus, Bruce. Je crois qu'il y a un problème avec ton micro. Oui, excusez-moi. Oui, donc c'est ça. Il se cherche des excuses alors que, par exemple, il y a... Vous m'entendez là? Ouais. OK. Donc c'est ça, il se cherche des excuses par rapport à ça alors que au final, le mercato, on voit que présentement, ça n'a pas fonctionné. Euh, Moi, je suis assez dubitatif sur certaines de ces excuses que, OK, ils ont essayé par rapport à Chouanière, mais je vous rappelle juste que Chouanière, présentement, le salaire qu'il obtient, si on compare avec certains joueurs en MLS, c'est littéralement plus bas que des joueurs qui sont moins talentueux que Mathieu Chouanière. C'est dire les sortes d'excuses qu'on essaie de se chercher à Montréal, et on est souvent fort pour se chercher des excuses. Ça m'embête. Ça me pose problème parce que j'adore un gars comme Gabriel Gervais. Je l'ai déjà côtoyé par le passé parce que, je veux dire, à certains événements et tout, j'ai eu la chance de le rencontrer et tout. Mais qu'on essaye de se trouver des excuses encore et encore et encore, alors que le CF Montréal, encore une fois, est présentement pas dans le portrait des séries, ça commence à bien faire à Montréal. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça, mais j'aimerais juste revenir sur le fait qu'il y a des excuses, il y a des excuses. Je ne sais pas nécessairement si on peut dire que c'est des excuses. Regarde, euh, on a eu vraiment en anglais on dit sample size de l'anglicisme. T'sais, on a eu vraiment pas une grosse série de matchs pour regarder toutes les nouvelles signatures. Fait que, tu sais, même si le dernier épisode a été assez virulent, puis j'ai pris un petit peu un step back pour regarder tout l'ensemble de la situation, puis essayer d'être plus raisonnable parce que, veux pas, on les critique, mais on peut pas vraiment faire grand chose. Fait que j'essaie que, comment dire, que ça soit pas genre, ok, ouais, on est pas bon, on n'est pas bon. Tu vois? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il faut peut-être trouver des bons points, des mauvais points. Fait que, je sais pas si on peut dire vraiment que c'est des excuses. Honnêtement, c'est surtout des explications qu'ils donnent. Ben, Euh, si je peux me permettre, là, ça revient un peu aux discussions qu'on a eues la semaine dernière. On veut pas. On veut pas dire à haute voix les vérités que tout le monde connaisse puis que tout le monde perçoive quand on parle du CF Montréal. On essaie un peu de tourner les coins. On tourne en rond dans nos explications. Tu sais, de dire que
c'est une phrase qui a été dite par Gabriel Gervais lors du point de presse. Avec la qualité que nous avons, ne pas faire les séries sera difficile à digérer. Est-ce que je peux vous demander quelle est la qualité que nous avons présentement? Parce que, Mais oui, c'est ça. on a eu des bons joueurs en retour de ceux qu'on a échangés, mais est-ce que la qualité est vraiment si phénoménale au point de dire que ne pas faire les séries serait difficile à digérer? Je suis pas mal sûr, puis on en parlait la semaine dernière, que le 3/4 des partisans ont lancé la serviette sur cette saison-là. On en a parlé, là, Mason Toy, Ariel Lassiter, Rouen, Mathieu Chouanière qui est sur son départ, qu'on ne voit plus avec le CF Montréal depuis quelques semaines, sur le point de partir en Suisse. Oui, on a eu des joueurs en retour. Tom Pierce qui a eu des bons débuts avec le CF, David Bougaille, Caden Clark, Marshall Routy. Est-ce qu'on est vraiment capable de dire puis de se dire que ce que Gabriel Gervais a dit est vrai en disant avec la qualité que nous avons, ne pas faire les séries serait difficile à digérer? Parce qu'honnêtement, je pense que le mot qualité est fort, là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, qualité, c'est fort quand on regarde l'effectif du CF Montréal présentement, qui même en avantage d'un joueur, quand on se retrouve à 11 contre 10, on n'est pas capable de faire la différence. Si je peux me permettre, il a aussi dit, tu sais, il y a une question demandée par un des journalistes qui a dit est-ce que maintenant on peut faire les séries avec l'équipe qu'on a? Puis si je me rappelle bien, il a dit que sur papier, notre équipe elle est meilleure maintenant avec tu sais, les nouvelles transactions puis tout ça, mais on va pas le savoir jusqu'à temps que les joueurs ils sont sur le terrain le 24. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui, C'est mais, comme. tu sais, J'aime. entre toi et Je veux moi, pas. entre vous et moi, là, n'importe quel directeur technique, directeur général, appelez-les comme vous voulez dans les divers sports qu'il y a dans le monde du sport, n'importe quel directeur général, après une transaction, ou deux, ou trois, ou quatre transactions, va dire que son équipe sur papier est meilleure. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il va pas se dénigrer et aller dire devant les médias, devant les journalistes, ah, on a échangé des joueurs puis notre équipe est beaucoup moins bonne que qu'est-ce qu'on avait. C'est sûr que le gars, il ira pas dire ça, là. Il est pas stupide. Nous, on le sait. Mais, tu sais, jusqu'à présent, Tom Pierce, pour moi, je l'aime bien. J'ai aimé ce que j'ai vu. Le gars semble vouloir se démarquer, semble vouloir gagner, mais le reste, on les a pas vus. Fait que, tu sais, c'est plein de questionnements qui viennent au bout du compte se demander est-ce qu'ils croient vraiment à leur chance de faire les séries? Ben, si je peux me permettre, en fait, j'ai envie de retrouver certaines expériences de joueurs que nous avons eues en Nacho Piatti, Didier Drogba, Marco Di Vaio. Puis en fait, dans les dernières années, j'ai pas l'impression de voir le feu qui brûle à Montréal comme ça. Parce qu'il y a eu des joueurs qui sont bons, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que si on regarde des joueurs qui transforment une équipe, qui se transcendent pour cette équipe en MLS, il y en a. Et pourtant, eux, je parle pas des Messi et compagnie parce que je vais pas parler de l'Inter Miami, mais par contre, des joueurs comme, par exemple, le Toronto FC avant, avait genre Sébastien Jovinko ou des joueurs comme ça. Mais à Montréal, le problème, c'est que quand tu as des joueurs comme ça et qui sont en fin de contrat et qu'au final, tu n'es pas capable de, par exemple, remplacer un Nacho Piatti, qui est parti, qui maintenant quand même continue sa carrière parce qu'il n'a pas pris sa retraite. Dans le fond, j'ai un certain problème avec ça en fait. Parce que oui, ok, on transfère des joueurs ou quoi, mais le problème c'est qu'on transfère des joueurs pourquoi? Pour avoir des allocations. Mais fine, mais si tu utilises ces allocations à mauvais escient au lieu de l'utiliser à bon escient, c'est pas le travail qui est demandé, puis dans le fond, tu vas juste faire ça pour combler une place. Mais au final, est-ce que ça va donner le fait de participer aux séries?
Encore une fois, non. Et ça m'embête fortement au CF Montréal, dans le fond. Tu sais, si on parvient, on va dire qu'on parvient à se rendre en série. On sait tous que les chances sont minces, mais on va dire qu'on se rend en série. Si on se rend en éliminatoire, mais qu'on se fait sortir au premier tour, je sais pas comment ils appellent ça au soccer, mais on va dire au premier tour. Ouais. Est-ce qu'on va avoir une satisfaction d'avoir fait les séries tout de même, ou est-ce que ça va être un échec, puis on va avoir fait les séries juste pour avoir fait les séries? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ouais. Parce que Ouais, c'est ouais. bien beau entrer en série, mais si t'es pour entrer en série, juste pour dire que t'es entré en série, mais te faire sortir à coup de pied dans le derrière, aussi vite arrivé, aussi vite reparti, autant dire que l'équipe aurait jamais dû se rendre là, qu'on s'est rendu là juste pour la forme, juste pour la Eh ben, signification de dire qu'on s'est rendu en série. c'est pour ça qu'on dit en général, mon cher Marc-Olivier, qu'on se rend par la petite porte. Mais le problème, c'est que si tu te rends par la petite porte, et au soccer, crois-moi que t'aimes pas te rendre par la petite porte en séries éliminatoires. Mais c'est pour ça que je dis ça. Littéralement. Puis le problème, c'est que en général, et je dis bien en général, la logique est respectée quand tu te rends en séries éliminatoires par la petite porte. En général, tu te fais éliminer backup, Ouais, mais comme en début. mais c'est pour ça que je dis ça, parce que la petite porte est souvent la porte la plus difficile. Ça veut dire que t'es rentré de peine et de misère. T'es rentré à l'arraché. Ça peut s'être joué sur le dernier match de la saison. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer en ligne de compte. Donc, c'est un peu pour ça là, que je dis se rendre en série, c'est bien beau. De se dire qu'on est rentré en série, c'est bien beau, mais on doit se dire que le résultat qui va venir après ça, comment on va construire alentour de ça? Qu'est-ce qu'on va dire quand on va être au point de presse de fin de saison, quand ça va être terminé? Parce que, tu sais, est-ce que ça va être autant difficile à gérer, digérer, pardon, d'être rentré en série et de se faire sortir tout de suite, que de pas les faire? Je veux dire, c'est plein de questionnements que je me demande. Le problème, c'est quand tu rentres par la petite porte, t'es obligé d'affronter un gros. Ouais. Est-ce que le CF Montréal, s'il rentre en série, est-ce qu'il va être confiant d'affronter un gros? Alors que cette année, par exemple, je vais prendre un exemple. Cette année, on mène 2-0 contre l'Inter Miami, on se fait reprendre et on perd 3-2. Fait qu'à un moment donné, si t'es pour affronter l'Inter Miami en premier tour alors que tu viens de te mettre à l'arraché, imagine ça va être quoi en série? Puis tu sais, faut se dire aussi que il y a plusieurs problèmes là, au niveau du CF Montréal. On commence mal les rencontres, on les finit fort, ou à l'inverse, on commence en force, on finit pas de la même manière. On n'est pas capable de jouer un 90 minutes avec une belle constance. Quand on a l'opportunité de jouer à 11 contre 10, on n'est pas capable de donner le coup de grâce pour prendre les devants et remporter le match. Des fois, on se fait jouer le tour, même avec un homme en plus sur le terrain. Et là, il faut se dire une chose. C'est bien beau tout ça. Là, tu perds Mathieu Choinière, qui est un gros élément pour le CF Montréal. Tu as un point d'interrogation au niveau des performances de Joseph Martinez. Tu as plusieurs nouveaux joueurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et qui dit nouveaux joueurs dit patience, parce qu'il faut que la chimie se crée. Ça va prendre plus qu'un match pour que la cohésion et la chimie s'installent. Il te reste seulement 9 matchs. On l'a dit, là, on est à 3 points de mémoire d'une place en série, présentement, Un donc... point. Un point? On est à un point. Un Désolé. point? Ouais, un point. Donc, Ouais. on est à 1 point. Ça veut dire qu'on est à une nulle de rentrer en série si on le voit comme ça. C'est sûr qu'on aime mieux avoir la victoire avec les 3 points, mais une nulle pourrait nous permettre d'entrer en série. Donc, la ligne est mince, mais au-delà de la ligne qui est mince, au niveau des facteurs qui viennent jouer contre le CF Montréal, c'est gigantesque, là. Parce que... J'aime pas jouer avec la ligne qui est mince, Marc-Olivier, parce que on l'a vu trop souvent par le passé, qu'on avait besoin d'un point, puis qu'au final, on sabote au dernier moment. Fait que j'aime pas jouer avec la ligne mince. C'est exactement. Puis Mathieu Choinière va partir. Possiblement que ça va être encore une allocation. Peut-être qu'on va avoir un joueur en retour. Mais généralement, principalement, c'est des montants d'allocation. À moins que je me trompe. Vu que c'est un transfert qui n'est pas intra-ligue, qui est plus avec l'Europe,
on reçoit pas vraiment de joueurs en retour. C'est sûr qu'on va donc ça recevoir de va être l'argent en c'est ça. retour. Fait que ça va être une allocation. Ça va être de l'argent, Mais mais qui va ouais. prendre la place de Choignard? Qui va venir prendre cette charge de travail? Parce que Mathieu Choignard avait une grosse charge de travail. Puis moi, je vais vous poser une question, les gars. Est-ce qu'on peut dire du côté du CF Montréal que c'est une grosse déception et une grosse échec au niveau de Mathieu Choignard? Parce que, au-delà du fait qu'il a demandé à être transigé, on aurait peut-être été capable de changer le vent, peut-être de réussir à le convaincre de rester, mais au bout du compte, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que, selon vous, on s'est battu au niveau du CF Montréal pour tenter de le garder ou on a respecté la décision puis c'est un échec au final? Je sais pas si on peut vraiment parler d'un échec, honnêtement, parce que, regarde, je sais c'est cliché de dire ça, mais j'aime mieux regarder ça comme un ensemble. T'sais, Mathieu Choignard, ça fait depuis qu'il a 12 ans qu'il est avec le CF Montréal. Puis de le voir passer à travers l'académie, puis maintenant se remettre sur, comment dire, rentrer dans l'équipe, puis faire plein de performances, puis tout ça, malgré le fait que on n'a pas eu beaucoup de succès. On a quand même eu des championnats canadiens, on a eu des matchs en Champions League. Fait que c'est sûr que la fin a été douloureuse, mais je me dis que sur l'ensemble, on peut être assez content, on peut être assez fier d'avoir un gars comme Mathieu Choignard qui donne l'exemple aux gars de l'académie qui sont vraiment partants, puis qui se disent « Ok, j'ai une chance de pouvoir performer avec l'équipe de ma ville. » Fait que je peux pas dire que c'est un échec. Peut-être la façon comment on se sépare de lui, c'est douloureux, mais je peux pas dire que c'est un échec, non. Je vais juste revenir sur ça, sur un dernier truc, justement, ça me fait penser à quelque chose. Puis après, on va passer au championnat européen. Mais c'est parce qu'il y avait une déclaration de Laurent Courtois au début de l'année, au mois de mai, excusez-moi. Et je vais revenir sur ça parce que il a parlé sur la situation contractuelle. Et il avait dit qu'il mérite d'être valorisé à sa valeur. Et il a dit exactement que dans la ligue, ce type de joueur obtient en général de 500 000 à 800 000 $ et certains sont même des joueurs désignés avec des compensations dépassant le million de dollars. Mais parce que là, le problème, c'est que le CF Montréal, il y a des chiffres qui sont sortis. Et le CF Montréal, lui a offert 350 000. Choignard voulait 600 000, aux alentours de 600 000. Fait que là, le 600 000, il va le chercher ailleurs parce qu'il est littéralement capable d'aller en Europe. Parce que les championnats européens en général, un 600 000, c'est rien pour un club européen. Just to say it. Mais si on voit que le club lui a offert 350 000, alors que tu as ton propre entraîneur qui dit que ce type de joueur vaut en général 500 000 à 800 000, je suis désolé, mais Gervais n'a pas fait l'effort qu'il fallait. Je suis désolé. Parce que si on voulait réellement le garder, on lui offre plus que 350 000. Totalement d'accord. Bon, les gars, passons vers les championnats européens pour les minutes qui nous restent. Je ne sais pas vers où vous voulez débuter. Je vous laisse aller. Tu veux commencer, Bruce, c'est à toi. Yes. Donc, aujourd'hui, en ce moment, il y a les matchs de barrage pour les qualifications pour les ligues européennes. Fait que tout ce qui est Champions League, Conference League. Et il y a eu un match aujourd'hui qui était particulièrement plaisant à regarder. C'est le RC Lens, club de première division française, qui ont surpris pas mal de monde l'an dernier et il y a 2 ans également, qui, en infériorité numérique pendant plus d'1 heure, ont terminé la rencontre avec la victoire face au Panathinaikos, 2-1, et prennent une sérieuse option sur la qualification pour ces barrages, justement, de Conference League. Et également, juste pour revenir un petit peu, le Paris Saint-Germain, finalement, ils ont officialisé l'arrivée de Désiré Doué pour un montant de 50 millions d'euros. Ça, c'est un choix de la part de Luis Enrique qui a demandé un renfort absolument. Ça, personnellement, je suis vraiment content de cette arrivée. Il a été médaillé d'argent au JO de Paris 2024. Donc, c'est une très belle arrivée pour le Paris Saint-Germain. Il a 19 ans, le jeune. Encore un jeune, d'ailleurs.
Et les championnats commencent un petit peu partout. Donc, il y en a qui ont commencé la semaine dernière, il y en a qui commencent cette semaine. Donc, la Ligue 1 a commencé la semaine dernière. Le Paris Saint-Germain a gagné 4 buts à 1, champion de France, contre le Havre. L'Olympique de Marseille a gagné 5 à 1 en match d'ouverture contre Brest. Le LOSC a gagné 2-0 contre Reims. L'AS Monaco, qui était dauphin du Paris Saint-Germain, a commencé avec une victoire de 1 but à 0. Et les matchs le samedi, donc la Auxerre a dominé le GC Nice 2 buts à 1. Le RC Lens a gagné son premier match contre le SCO d'Angers. Toulouse-Nantes 0-0. L'Olympique lyonnais démarre malheureusement mal cette saison avec une défaite de 3 buts à 0 contre les Rennais. Et également Montpellier-Strasbourg qui se neutralise sur un match nul de 1 but partout. Et également, le championnat d'Espagne a démarré la semaine dernière et a vu le FC Barcelone remporter le premier match face à Valence 2 buts à 1. Villarreal et Atlético de Madrid 2 buts à 2. Julián Alvarez a d'ailleurs rejoint l'Atlético de Madrid. Un beau transfert quand même, parce que Julián Alvarez, on le connaît, il est jeune, il est fort. Il était à Manchester City avant. Le Real Madrid qui se neutralise un partout. Un match un petit peu lent à démarrer en fait. Le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Disons que Kylian Mbappé, ça n'a pas été un gros match pour lui. Oui, il a déjà un trophée avec la Supercoupe de l'UEFA, mais ce premier match en Liga n'est pas vraiment à retenir. Tellement il a été moyen dans cette rencontre. Le Rayo Vallecano a gagné 2 buts à 1 face à la Real Sociedad. Osasuna Leganés 1 partout. Las Palmas Séville, c'était un très beau match quand même de championnat espagnol 2 partout. Et le Celta Vigo a gagné son premier match contre le Deportivo Alavés. Et ce week-end, il y a des matchs de Bundesliga qui commencent. Donc la Bundesliga commence son championnat cette semaine. Et comme je discutais avec Nicolas tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné pour le Bayern qui a perdu son propre championnat l'an dernier, la saison dernière. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Donc, moi, je vais vous parler rapidement des matchs qui s'est passé en Premier League et en Serie A. Donc, première journée, le 16, il y avait Manchester United contre Fulham qui s'est soldé à un score de 1-0. Par la suite, le 17, on a eu 2-0 Liverpool Ipswich, 1-0 Newcastle Southampton, Nottingham Forest contre Bournemouth 1-1, Everton Brighton 3-0 pour Brighton, Arsenal Wolves 2-0 Arsenal, on est super content de ça. Ensuite, Aston Villa contre West Ham, ça s'est terminé un score de 2 buts à 1. Par la suite, le 18, on a eu Brentford contre Crystal Palace 2-1 pour Brentford. Chelsea contre Manchester City 2-0 Manchester City. Et pour terminer cette première journée de Premier League, Leicester contre Tottenham 1-1. Donc, des matchs à suivre pour la deuxième journée de PL. Moi, personnellement, j'ai le match de Brighton contre Manchester United, Fulham contre Leicester et évidemment le match Aston Villa contre Arsenal. Par la suite, en Serie A, donc on a Parma contre Fiorentina qui s'est terminé 1-1. On a Genoa contre l'Inter de Milan qui s'est terminé 2-2. L'AC Milan contre Torino 2-2. Par la suite, match un peu douloureux pour ma part. Verona contre Napoli, c'est soldé un score de 3-0 pour Verona. Bologna, nos amis de Bologne, contre Udinese qui s'est terminé un score de 1-1. Par la suite, Lazio-Venezia, 3-1 pour Lazio. Ensuite, Cagliari contre AS Roma, 0-0. Atalanta contre Lecce, 4-0 Atalanta. Et Juventus contre Comme, 3-0. Juste prendre en note que la Juve joue très bien avec leur nouvel entraîneur, Thiago Motta. Et pour la deuxième journée, les matchs que j'ai pris en note sont Torino contre Atalanta, Napoli contre Bologne et Verona contre la Juve. C'est ce qui termine mon segment. La dernière petite information du jour. Le joueur de 30 ans,
Je sais pas si tu te rappelles, Paulo Dybala, il devait partir de l'AS Roma pour rejoindre un club de l'Arabie Saoudite. Finalement, après que le club se soit mis d'accord avec le joueur a décidé finalement de poursuivre son aventure avec l'AS Roma. Il a changé d'avis et finalement il va poursuivre jusqu'à la saison, jusqu'à juin prochain. Et ça parle également de prolongation dans les semaines à venir, de quoi ravir Daniele De Rossi. Messieurs, c'est ce qui va compléter votre segment coup franc, segment 100% soccer, où on couvre l'actualité générale là, à l'international, dans la MLS, le CF Montréal. Ça a été encore une fois un très très gros segment, les gars. Et je vous remercie d'avoir été encore des nôtres cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Yes, Bonne soirée, guys. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est temps d'accueillir pour le segment LCF premier et les buts dans une noirceur ayant une voix mielleuse, votre voix mielleuse de l'échec avant, Cédric Paquette. Cédric, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Cédric, encore une fois, du pain sur la planche pour les 30 prochaines minutes. Notamment, là, on va se garder là, un petit 5 minutes à la fin pour parler de la transaction Patrick Laine qui a été acquis par le Canadien de Montréal. Donc, on va se garder là, quelques minutes pour en parler. Si tu le veux bien, on va s'en aller vers la dernière semaine d'activité dans la LCF qui était la semaine numéro 11 où on a eu là beaucoup... On a eu 4 rencontres donc durant la semaine 11. Et avant de commencer, là, je veux saluer tous ceux et celles qui regardent présentement l'épisode de ce soir du 22 août 2024. Donc, on salue là, tous ceux et celles qui regardent présentement. On a eu 2 commentaires. Donc, Cassandra Morin qui dit « Hello les boys » et Nicolas Zota qui dit « La voix mielleuse de l'échec avant avec des bonhommes émerveillés ». Donc, voilà pour les commentaires. Premier match dans la semaine 11 qui opposait le Rouge et Noir d'Ottawa contre les Stampeders de Calgary. Encore une fois, je me rappelle pas des prédictions. Je sais que c'est toi qui les avais. Donc, ouais. Ça a donné quoi là, au niveau des prédictions pour celle-là? Toi, t'avais pris Ottawa, moi j'avais pris Calgary. Fait que c'est toi qui as eu raison pour celle-là. Parfait. Au niveau des statistiques, Jeremiah Masoli, qui était le corps arrière partant pour Ottawa, 27 en 35, 254 verges, une passe, 2 touchés. Raquel Armstead, au niveau de la course, c'est 11 courses pour 100 verges, 1 touché. Sinon, au niveau des receveurs, Jillian Acklin, 608, 94 verges. Je constate qu'aucun receveur à part Devonte Dedmon qui a eu un touché avec une réception. Il avait été ciblé une seule fois. Je constate là, Masoli qui était le corps arrière. Est-ce que Drew Brown était blessé? C'est ce que je me demande aussi, là. Je sais pas si on a blessé, des nouvelles là-dessus. Là. Je vais poursuivre avec les statistiques. Oui, il est blessé. Ok, ça veut dire que probablement qu'il était blessé avant la rencontre, là, parce qu'il n'y a même pas de statistiques. Ok, parfait. Au niveau des Stampeders, Jake Mayer, 24 en 32, 269 verges, pas de passe de toucher, aucune interception. Au niveau de la course, ça a été quand même très très calme. Là. Kellen Hill, 38 verges en 9 tentatives de course, qui est vraiment pas beaucoup là, au niveau de la récolte de verges. Reggie Bigleton, 4 en 4, 92 verges. Encore une fois, là, je constate qu'il y a les 3 touchés ont été faits par Tommy Stevens, qui a été ciblé 7 fois. En fait, c'est 7 courses pour 10 verges qui ont mené à 3 touchés pour les Stampeders. Donc, le Rouge et Noir là, qui l'emporte 31 à 29. Si on poursuit avec une autre rencontre, celui entre les Alouettes et les Rough Riders de la Saskatchewan. C'était un deuxième match pour Davis Alexander contre la Saskatchewan. Un premier match complet. Il faut se rappeler que le premier match de la carrière de Davis Alexander,
était survenu là, en milieu de match contre les Rough Riders il y a quelques semaines où on avait effectué une remontée pour remporter le match au stade Percival Molson. Cette fois, c'était en Saskatchewan. Ça a été un bon match de Alexander, 22 en 33, 285 verges, une passe de toucher. Il a notamment 4 courses pour 33 verges. Sinon, au niveau de la course, ça a été quand même tranquille. Là. Walter Fletcher, 6 courses, 14 verges. Charleston Rambo, on en parle encore, 7 en 11, 94 verges. Cole Speaker, ça a été correct. Là, je suis pas sûr. Est-ce que Tyson Philpott a raté le match où il était présent? Non, il est encore blessé là, pour l'instant. Il est encore blessé, parfait. Si je me trompe pas, il a été placé lui aussi sur la liste pour 6 matchs. Ouais, c'est vrai. 6 matchs, ouais. Au niveau de la Saskatchewan, Trevor Harris, l'ancien des Alouettes, qui a fini avec 31 en 39, 355 verges, 2 passes de toucher. AJ Wallet, qui a été beaucoup présent au niveau de la course, 18 courses, 77 verges. Au niveau des réceptions, Deontay Meyers, 8 en 9, 101 verges. Keyshawn Johnson, 5 en 8, 90 verges. Un touché de son côté et Picton qui a également un touché. Sinon, chez Patterson qui a une course pour une verge. Donc, une mince récolte du côté de chez Patterson. Autre rencontre, donc une victoire des Alouettes de 27 à 24. Ça, je pense qu'on l'avait eu les deux. On avait mis Montréal pour les deux. Ouais. Edmonton contre Hamilton. Je crois que celle-là, tu avais mis Hamilton, puis moi, j'avais mis Edmonton. Ouais, exactement. Parfait. C'est bon, 3 en 3 jusqu'ici pour moi. J'aime ça. Une grosse victoire d'Edmonton qui, à moins que je me trompe, là, ont remporté un 3e match consécutif. Ouais, exactement. Ils sont sur une lancée, là, Edmonton. Donc, McLeod Bethel Thompson, 15 en 23, 234 verges, 2 passes de toucher. Au niveau de la course, Justin Rankin, 108 verges en 17 tentatives, 3 touchés au sol. Javon Lake, 5 courses, 12 verges, 1 touché au sol. Ça a vraiment été payant au niveau des touchés au sol pour Edmonton qui en ont 4 au sol. Sinon, Eugene Lewis, 5 en 8, 93 verges. Au niveau des touchés des receveurs, Jettens Jr. qui a un touché. Ensuite, Dylan Mitchell qui en a un autre. Si on va voir du côté des Tiger Cats, Bo Levi Mitchell, 23 en 34, 294 verges, un touché, 2 interceptions. Il a ensuite été remplacé par Harrison Frost, qui a terminé 8 en 12, 95 verges, un touché. Mais là, à moins que peut-être que c'était l'inverse. Parce que là, il y a 2 performances de corps arrière. Donc, est-ce qu'on a débuté avec Frost et on a terminé avec Mitchell? Ou est-ce que c'est Mitchell qui a débuté et on a terminé avec Frost? On a débuté avec Bo Levi Mitchell. Son premier jeu du match, c'était une interception. Je pense qu'on l'a simplement retiré vers le 3e quart, si je ne me trompe pas, là, autour de ça. Ça va moins bien du côté de Bo Levi Mitchell dans les derniers matchs. Là. Ça fait 2 semaines là, qu'on en parle, si je me trompe pas. Là. Pourtant, c'est certain que 2 interceptions, c'est jamais idéal, mais quand même une récolte de 294 verges, c'est pas non plus rien. Surtout s'il n'a pas joué le match au complet. Mais on peut dire qu'au-delà des performances en dents de scie de Bo Levi Mitchell puis des interceptions, la défensive des Tiger Cats continue de faire défaut. Et de mémoire, à moins que je me trompe, il y a eu du mouvement de personnel au niveau des Tiger Cats. Je crois que c'est le coordonnateur défensif qui avait été congédié, ça se peut-tu? Ça se peut bien, ça je pourrais pas donner la réponse, mais c'est certain là, que ça va pas bien niveau défensif. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle à chaque semaine. C'est pas tant les récoltes offensives qui les calent là, dans la défaite, c'est vraiment le nombre de points qu'ils laissent passer. C'est rarement en dessous de 30. Là. Je regarde vite, là, la semaine dernière, 47 contre Edmonton, 33 contre Montréal à la semaine 10, 33 contre Montréal à la semaine 9. On en a marqué 44 pour battre Edmonton à la semaine 8, mais on en a quand même laissé passer 28. Semaine 7, on en a laissé passer 24 dans une victoire. Mais la plupart de leurs défaites là, sont vraiment
Ouais, effectivement, là, je pense que, surtout suite au dernier match là, contre Edmonton, on voit là que ça va vraiment pas au niveau de la défensive des Tiger Cats. On me rappelle, mesdames et messieurs, que vous regardez le segment LCF Premier les buts avec Cédric Paquette. On est en train là, de faire le tour de la semaine 11, l'actualité là, dans la LCF. Dernier match de la semaine 11, c'était celui entre Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique. De ce côté-là, au niveau des prédictions, c'était quoi? On avait tous les deux pris Winnipeg. OK. Hey, 4 en 4, c'est bon. Je pense que c'est ma première semaine où je suis parfait 4 en 4. Ouais. On va le prendre. Ça a été un départ difficile pour Nathan Rourke. 8 en 25, 126 verges, 2 interceptions. Chase Bryce, 6 en 6, 59 verges. On était privé de Vernon Adams Jr., toujours blessé. Au niveau de la course, William Stenbach, c'est quand même 100 verges récoltées sur 15 courses. Au niveau de la course pour Rourke, ça a été 4 courses, 27 verges. Au niveau de la réception, ça a été vraiment, mais vraiment difficile. Donc, je pense qu'on peut dire que pour Nathan Rourke, ça a été vraiment un premier match affreux dans la LCF. Ouais, presque, c'est moins de 1 passe sur 3 captées. Donc, moins de 33% des passes captées de pourcentage de complétion de passes pour Nathan Rourke. Faut pas oublier que c'est son premier match dans la CFL cette année. Lui qui était dans les camps d'entraînement de la NFL là, depuis un moment. Il a été relâché la semaine dernière, il a signé avec BC. C'est pas le départ que tu veux, mais c'est certain que faut pas non plus partir en peur avec ça. C'est son premier match de l'année dans la CFL. Faut pas oublier non plus que le terrain, les règles, les ballons, tout est différent dans la NFL, surtout pour un corps arrière là, qui change de ballon, change de pas mal tout dans le fond là, quand on change de ligue. Fait qu'il faut pas partir en peur, mais c'est certain que c'est pas le départ qu'il espérait de son côté. Non, effectivement. Et là, les Lions qui vont commencer peut-être à sentir la soupe chaude là, après un gros départ. On perd Vernon Adams. On a Rourke qui ne donne pas là, un départ voulu lors de son premier match. Donc, on va assurément là, regarder de près la situation des Lions dans les prochaines semaines. Son vis-à-vis, Zach Collaros, qui a été très bon quand même, là, a bien fait. 23 en 31, 288 verges, une passe de toucher, une interception. Brady Oliveira par la course, 78 verges en 10 tentatives de course. Nick Dembski, 6 en 7, 109 verges, 1 touché par la passe. Chris Streveler qui a 1 touché également. 6 courses, 16 verges, donc 1 touché au sol. Une victoire, j'ai envie de dire, importante pour les Blue Bombers. Malgré un bas pointage, on peut dire, saisi l'opportunité là, avec Vernon Adams qui n'était pas là et justement un carrière en Rourke qui disputait son premier match cette saison dans la LCF. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est mission accomplie pour les Blue Bombers. C'est ce qui met fin là, à notre survol de la semaine 11. On va maintenant passer au classement. Dans l'Est, il n'y a pas de changement au niveau du classement. Montréal toujours premier avec 18 points, 9 victoires, 1 défaite. Ottawa deuxième, Toronto troisième, Hamilton bon dernier. Dans l'Ouest, Saskatchewan premier avec 5 victoires, 4 défaites, 1 nulle, 11 points. Passe devant les Lions. En fait, Saskatchewan était déjà premier. Les Lions deuxième, 5 et 5. Winnipeg, 4 en 6. 4 victoires, 6 défaites, pardon. Et maintenant, troisième. Donc, change de position avec Calgary qui descend 4e. Mais on a le même nombre de victoires, le même nombre de défaites. Mais c'est le différentiel qui vient jouer. Calgary qui est moins 44 au niveau du différentiel. Edmonton, 3 victoires, 7 défaites. Edmonton qui sont maintenant sur une séquence de 3 victoires consécutives après avoir perdu leurs 7 premiers matchs. Avant d'aller vers la prochaine semaine, la semaine 12 dans la LCF, on va revenir un peu sur les Alouettes. Premièrement, encore une solide performance de Davis Alexander. On va avoir le retour de Cody Fajardo pour le match contre Edmonton au stade Percival Molson. Austin Mack qui revient avec les Alouettes, qui est une excellente
nouvelle avec l'absence de Tyson Philpott, quoique les Alouettes présentement sont quand même là dans une belle posture. Je veux t'entendre Certainement. un peu là, sur l'actualité entourant les Alouettes. Ben moi, ça me fait incroyablement plaisir de savoir qu'Austin Mack va être de retour. On en a parlé un peu la semaine dernière, si je me trompe pas, là, que son retour ferait beaucoup de bien là, justement aux receveurs de passe des Alouettes qui sont blessés beaucoup depuis le début de la saison. Évidemment, les Alouettes trouvent des moyens de gagner des matchs avec des carrières blessés, avec des receveurs de passe blessés. Mais là, on retourne chercher possiblement le meilleur receveur de passe que l'équipe peut avoir. Ça va avoir un bon impact. On retrouve notre carrière partant dans le même match. Si Austin Mack joue la semaine prochaine, là, c'est pas confirmé encore. Ouais. Mais il a signé son contrat là, avec les Alouettes. Donc, tout va bien encore pour les Alouettes. C'est assez impressionnant à voir, honnêtement. Pour l'instant, là, si c'était pas de la blessure de Fajardo qui a coupé le match en deux contre la Saskatchewan lors de leur seule défaite de la saison, on est en droit de croire que les Alouettes sont en position d'être 10-0 là, depuis le début de la saison, si c'est pas de cette blessure-là en plein milieu du match, qui a un peu tout déraillé dans ce match-là. Mais ouais, pour les Alouettes, tout roule. On commence à retrouver nos joueurs qui étaient blessés ou partis là, en Austin Mack. Puis évidemment, on s'en tire bien même avec les blessures, fait que ça va juste donner un petit boost de plus pour finir la saison d'ici là. C'est là qu'on voit que le travail de Danny Maciocia est quand même très impressionnant. Il est arrivé avec les Alouettes avec rien, si on peut dire comme ça. Absolument. Une équipe qui n'allait nulle part. Une équipe qui se cherchait depuis plusieurs années au niveau des corps arrière. On en a amené un bon nombre pour tenter de trouver le bon. Ça n'a jamais fonctionné. Danny Maciocia qui débarque amène le coach Moss qui amène Fajardo avec lui. Fajardo qui est connu de personne, c'est un peu un fantôme arrivé à Montréal, prend les Alouettes sur ses épaules, amène l'équipe à la Coupe Grey, remporte la Coupe Grey, revient en force cette saison, se blesse. Davis Alexander qui embarque, lead l'équipe sur ses épaules, accumule les victoires. Cody Fajardo qui revient, les Alouettes sont encore en belle position, premier dans la ligue, 9 victoires, 1 défaite. Est-ce qu'on peut dire que les Alouettes sont en voie de possiblement remporter une deuxième Coupe Grey consécutive? C'est certainement les favoris pour l'instant. Il n'y a pas de raison de dire que ça ne le serait pas 9-1. Ils ont battu toutes les équipes jusqu'à date, sauf les Lions. Ils n'ont pas joué encore contre, si je me trompe pas. Ils ont battu le reste de la ligue, sinon. Ça serait pas possible de dire que c'est pas les favoris. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Rendu en série, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On peut échapper à un match, surtout que c'est des matchs simple élimination. Tu perds tes sorties. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, c'est certainement les favoris pour la Coupe Grey là, cette année. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais qu'il y a environ 2 semaines, au niveau des cotes pour les parieurs sportifs, la Saskatchewan était premier pour remporter la Coupe Grey et les Alouettes étaient deuxième malgré une fiche impressionnante. Mais il faut dire que c'est pas une surprise parce que depuis la saison dernière, on met les Alouettes bas dans les prédictions là, au niveau de qui va remporter la Coupe Grey. Et on a causé une grande surprise la saison passée. Je pense que là, on est dans une très belle posture. Tyson Philpott qui va revenir dans les prochaines semaines. Austin Mack qui, s'il n'est pas présent contre Edmonton, va l'être lors de la semaine 14 parce que les Alouettes ne jouent pas lors de la semaine 13. Donc, moi je m'attends à voir Austin Mack dimanche. Va avoir eu amplement de temps pour se remettre là, à niveau avec la stratégie des Alouettes. De toute façon, il était là la saison passée, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est encore le même coach, c'est encore les mêmes jeux mis en place. Donc, ouais. Austin Mack devrait être présent, mais attendons de voir la confirmation. On va aller tout de suite au niveau des matchs de la semaine 12. On ne fera pas de survol au niveau des statistiques. Si je vais rapidement, le Mitchell qui est toujours premier au niveau des carrières pour les verges accumulées avec 2816 verges. Jack Mayer du côté de Calgary qui est deuxième avec 2624. Le top 5, c'est simple. C'est Mitchell, Mayer, Adams, Collaros et Bethel Thompson. Ça, c'est le top 5 au niveau des verges accumulées. Au sol, c'est Oliveira avec 689, William Stenbach, Carey, Umstead et Ouellet. Au niveau des réceptions, on a McInnes,
Tyson Philpott, toujours blessé. Hollins, Bridge et Hardy. Donc, ça, là, c'est probablement les top 5 au niveau des verges par la passe, les verges au sol et les verges par réception, voie des airs dans la LCF. On va faire le tour maintenant pour nos prédictions de la semaine 12 avant d'aller, comme je vous ai dit là, pour les dernières minutes de ce segment, parler de la transaction Patrick Laine et Jordan Harris qui est survenue dans les derniers jours. Au niveau des prédictions, premier match de la semaine 12, jeudi le 22 août, 19h30. La Saskatchewan qui va affronter les Argonauts de Toronto. Et ça, je crois que ça va être un bon match. Les Argos qui ont eu une semaine de repos reviennent en force après avoir cumulé une victoire contre Calgary 39-25 dans la semaine 10. À quoi tu t'attends d'un match Saskatchewan-Toronto à Toronto? Je pense que ça va être serré. Là. Comme tu dis, Toronto a eu une semaine de vacances. Saskatchewan ont eu une semaine un petit peu plus difficile avec la défaite contre Montréal la semaine dernière. Je m'attends à un match serré. Surtout que c'est à Toronto là, pour leur retour sur le terrain après la semaine de congé. Je pense que Toronto sont capables d'aller chercher ce match-là, mais ça va rester serré. Encore une fois, j'en parle souvent chaque semaine. Là. Est-ce que Saskatchewan va avoir faim après la défaite contre Montréal? Est-ce qu'on a un petit bump de confiance qui descend parce qu'on commence à se faire rattraper par Winnipeg là, qui commence à avoir un bon morceau de saison? Ça va être à voir. Là, le match commence bientôt, si je me trompe pas. Je pense qu'on est dans l'avant-match présentement. Ouais. Je pense que je vais y aller avec Toronto pour cette semaine. Par feeling, il n'y a pas vraiment de raison. Je pense que ça va être serré. Je pense que ça peut aller des deux côtés, mais je pense que Toronto c'est capable d'aller chercher cette semaine. Là, de mémoire, les Argos vont retrouver leur carrière numéro 1. Je pense C'est encore une question qu'on n'a pas exactement la réponse. Là. Parce que je crois qu'on a autorisé. Oui. Il est sur le line-up là, en ce moment pour le match d'aujourd'hui. Donc, là, c'est ça, là, il faut regarder. D'un côté, on a Trevor Harris qui, malgré la défaite contre les Alouettes, a donné une belle performance. Et de l'autre côté, on a, là, je me rappelle pas le nom de mémoire, là. Chad Kelly. Chad Kelly qui revient du côté de Toronto. Ça fait une coupe de match qui est pas là. Donc, assurément, il va peut-être avoir un peu de rouille en début de rencontre. Ce qui veut dire un peu plus de difficulté pour les Argos. Du côté de la Saskatchewan, on veut assurément revenir en force après 2 matchs difficiles. Une égalité contre Ottawa, une défaite contre Montréal. On est dû pour revenir en force. On a même, là, si on recule loin, une défaite contre Edmonton. Là, la Saskatchewan qui est à une... Depuis la semaine 8, c'est une défaite, 2 défaites, une nulle, 3 défaites. Donc, 3 défaites, une nulle depuis la semaine 8. Je crois que la Saskatchewan est due pour revenir en force. Donc, de mon côté, là, je me range du côté de la Saskatchewan. Parfait. Juste pour rajouter, là, pour Chad Kelly, c'est certain qu'il va avoir un petit peu de rouille parce qu'être en shape pour un match, c'est pas pareil que pour une pratique, mais il faut pas oublier que c'était pas une blessure là, qu'il tenait sur les lignes de côté, c'est vraiment une suspension, donc a été quand même capable de pratiquer son bras et des choses comme ça. C'est certain que c'est pas pareil comme un match, mais c'est à se souvenir quand même pour le match qui s'en vient ce soir. Ouais, point important là à souligner. Autre rencontre qui aura lieu demain soir, le 23 août, à 20h30 en direct de Winnipeg, alors que les Blue Bombers vont recevoir la visite des Tiger Cats d'Hamilton qui, on vous le rappelle, là, ont subi une lourde défaite aux mains des Elks d'Edmonton, 47-22 lors de la semaine 11. De mon côté, Zach Collaros, qui est en pleine possession de ses moyens, joue du bon football depuis quelques semaines. Hamilton, qui connaît beaucoup de difficultés défensivement, mon choix va être Winnipeg. Je suis entièrement d'accord. Zach Collaros et toute l'offensive de Winnipeg qui ont commencé à prendre un bon train là, depuis quelques semaines, ont commencé à aller chercher des victoires par l'offensive. Puis Hamilton, toutes les défaites, on en a parlé tantôt, c'est la défensive qui fait pas le travail. Puis là, on se retrouve contre une attaque qui commence à prendre son envol. Je pense que ça va être difficile à arrêter. Je vais y aller avec Winnipeg, moi aussi.
Les Lions de la Colombie-Britannique, on en parlait tantôt, un mauvais départ de Nathan Rourke. Ils sont privés de Vernon Adams Jr. On affronte le Rouge et Noir d'Ottawa qui, honnêtement, respire la confiance depuis quelques temps. Maintenant, deuxième dans l'Est. Je m'attends à une grosse performance du Rouge et Noir contre BC. Je suis d'accord. Je pense que Drew Brown devrait jouer en plus. Là, je vois ici dans les actualités là, qu'il a pratiqué avec l'équipe cette semaine. Donc, s'il est de retour, en plus de tout ça, là, que Vernon Adams va être absent encore pour BC, probablement. Je pense que ça donne peut-être l'avantage à Ottawa. Rourke a une chance de faire un peu un bounce back là, cette semaine. C'est quand même un bon joueur. Là, si on... Est-ce que je peux rechercher ici? Parce que j'avais regardé les statistiques de Nathan Rourke. Il avait joué 2 saisons, si je me souviens bien, avec BC là, avant d'aller chercher ces essais-là. Et avait des statistiques quand même assez solides. Ouais, Là, par exemple, je suis pas capable de les retrouver, semble-t-il. Ok, ici. Ça va être de se remettre dans la game. Je pense qu'il a connu un mauvais départ, mais peut assurément le revenir au top. Je sais pas, je peux pas dire que je le connais assez pour avoir une réponse concrète sur qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Il jouait pas dans la CFL en 2023, mais en 2022, c'est 3349 verges par la passe, 25 touchés. C'est quand même des bonnes statistiques. C'est quand même pas un mauvais carrière. Je pense que c'est vraiment dû à la rouille de pas avoir joué dans la CFL depuis longtemps, qui est allé le chercher puis qui a donné un peu de misère la semaine dernière. Cela étant dit, je suis pas certain que ça va s'effacer après juste un match. Et en plus, le rouge et noir, depuis le début de la saison, moi, m'impressionne personnellement. Je m'attendais à une équipe qui allait être beaucoup moins solide. Fait que je pense que je vais y aller avec Ottawa pour cette semaine, mais je serais pas surpris non plus de voir BC et Nathan Rourke leur revenir fort et avoir une grosse performance. Assurément. Les Alouettes de Montréal vont recevoir la visite des Elks d'Edmonton qui ont maintenant 3 victoires à leurs 3 derniers matchs. On peut dire que ça va être un bon match, même si Edmonton là, est avant-dernier dans la ligue. Montréal devra faire attention, ne pas prendre Edmonton à la légère. Je pense que les Alouettes, de toute façon, à chaque match, ne prennent personne à la légère. Le retour de Fajardo, le possible retour d'Austin Mack. De mon côté, sans aucun doute, je vais surprendre personne, c'est Montréal. Montréal qui est l'équipe de l'heure dans la LCF présentement. Et je m'attends à un gros match là, devant les partisans montréalais. Je suis 100% d'accord. Il y a toujours moyen de causer une surprise, d'aller chercher un match contre une grosse équipe. Mais Montréal ont le plaisir et le bénéfice d'avoir Fajardo de retour dans l'alignement cette semaine. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas avec Fajardo, on change de carrière. On sait qu'Alexander est capable de faire le travail. Je pense qu'il n'y a pas de raison de perdre ce match-là contre Edmonton. J'y vais avec Montréal, moi aussi, cette semaine. Je pense que c'est un choix quand même assez facile pour cette semaine. Avec les dernières minutes qui vont rester, on va complètement transporter le segment LCF dans le segment du haut de la passerelle, le segment LNH, où on va venir vous parler rapidement de la dernière transaction entourant le Canadien de Montréal, celle qui envoie Jordan Harris aux Blue Jackets de Columbus en retour de Patrick Laine et d'un deuxième choix en 2026, un choix qui a été donné aux Canadiens. Possiblement là, en lien avec le fait de prendre Patrick Laine et ses 2 ans à 8,7 millions par saison. Le Canadien vient de possiblement compléter son top 6 avec le fameux gros top 6 qu'on avait besoin depuis plusieurs saisons. On avait déjà un top 6 intéressant, notamment avec le retour là, de Kirby Dach qui va revenir en force avec le Canadien dès la prochaine saison. Là, on vient chercher un gars comme Patrick Laine qui, oui, n'a pas connu une dernière saison facile, a eu besoin de l'aide aux joueurs. Mais tout de même, là, je pense que c'est un pari signé Kent Hughes, un pari risqué, mais qui pourrait donner beaucoup aux Canadiens lors de la prochaine saison. Vous pourrez d'ailleurs voir notre chronique écrite sur le site de l'échecavant.com. Le titre de la chronique, un pari signé Kent Hughes. Qu'as-tu pensé de la transaction Laine?
Moi, j'adore cet échange-là. Tu as dit que tu trouvais que c'était peut-être un peu risqué comme pari. Moi, je vais me ranger de l'autre côté. Je pense que pour 2 saisons, je pense pas que le Canadien va être en contention pour la Coupe Stanley cette année ni l'année prochaine. Fait que pour moi, ce 8,7 millions-là, c'est sûr que c'est gros sur la masse salariale. Mais je pense pas que c'est un 8,7 millions qui va être nécessaire aux Canadiens dans les 2 prochaines saisons. Moi, pour moi, je vois comme on a reçu un deuxième choix en plus de Patrick Laine pour Jordan Harris qui était pris dans un système là, qui a un nombre de défenseurs incroyable. Il n'y avait pas vraiment sa place avec le Canadien cette année et pour moi, un joueur comme Jayden Struble a plus de chances de percer l'alignement cette année que Jordan Harris. Donc je pense que le Canadien n'avait pas du tout besoin de Jordan Harris pour les prochaines années. On va chercher Patrick Laine qui, comme tu dis, est un pari. Si il frappe son potentiel, on va chercher un gars qui est capable de compter 40, même 50 buts. Si ça fonctionne pas, on l'a pendant 2 ans. Puis on a reçu un deuxième choix pour Jordan Harris qui, selon moi, je suis même pas certain que Jordan Harris vaut un deuxième choix au repêchage tout seul, 1 pour 1. Et c'est un deuxième choix de Columbus en 2026 qui, en 2026, je pense pas que Columbus va être en contention pour la Coupe Stanley non plus. Ça veut dire que ça va être un choix de deuxième ronde quand même assez haut. Moi, pour moi, c'est l'échange parfait. On n'a pas payé trop cher. Je pense que la raison pourquoi on a pu l'avoir à si bas prix, c'est son contrat. On n'a pas demandé à Columbus de retenir de salaire. Moi, je trouve que c'est un échange parfait. Pas beaucoup de risques. Si oui, c'est pour 2 saisons qui sont pas nécessairement les saisons. Là, ça presse pas pour gagner une Coupe Stanley à Montréal. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je pense que tu as soulevé un point important. Jordan Harris était en surplus chez les défenseurs du Canadien, surtout du côté gauche, étant un gaucher. On en avait déjà beaucoup là, des gauchers au niveau du Canadien. Tu as parlé de Struble. On peut parler de déjà ceux qui sont dans l'alignement et ceux qui vont arriver, dont Lane Hudson, qui est un gaucher qui assurément là, prenait la place de Jordan Harris. Canadien qui obtient son deuxième choix, justement parce que possiblement on a pris le contrat au complet. On avait les moyens de pouvoir l'absorber. Je me demande si les Canadiens ont terminé son magasinage ou si on doit s'attendre à d'autres transactions. La chose certaine, c'est que la fameuse transaction Kent Hughes est finalement arrivée. On s'attendait à un coup d'éclat, on ne savait pas quand. Finalement, on l'a eu. Je pense que ça va être une saison prometteuse pour le Canadien cette saison. Je m'attends pas à des séries. Je m'attends à peut-être être dans la course parce que là, ça vient de changer un peu là, le vent de côté avec justement Patrick Laine qui vient compléter le top 6. On se ramasse avec possiblement Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Laine, Dak, possiblement un New Hook, peut-être mettre un Josh Anderson pour tenter de le relancer. Ça pourrait te donner tout un deuxième trio d'hommes forts. Moi, j'aime bien aussi lancer le nom de Joshua Roy aussi dans ces conversations-là. On sait jamais qu'est-ce qu'il peut. C'est certain qu'il est encore jeune, il a encore du temps pour se développer, mais il a bien paru dans ces quelques matchs avec le Canadien l'année passée. Oui, assurément. Rapidement, là, lors de son entrevue là, Zoom avec les médias montréalais, Patrick Laine a mentionné être en pleine forme, en pleine santé, autant physiquement que mentalement. Rappelons qu'il n'a disputé qu'un mince 18 matchs lors de la dernière saison. C'est 6 buts, 3 passes, 9 points en 18 matchs. Ensuite, a dû être placé là, sur l'aide aux joueurs pour des problèmes d'alcool. Des raisons qu'on connaît déjà. Patrick Laine a déjà eu une saison en 2017-2018 avec les Jazz de Winnipeg de 44 buts, 70 points en 82 matchs. A déjà compté 36, 30 et 28 buts. Lors de la saison 21-22, c'est 26 buts, 30 passes, 56 points. La saison 22-23, c'est 22 buts, 30 passes, 52 points. Donc, Patrick Laine se situe là dans les environs d'une cinquantaine de points. A mentionné cette saison vouloir atteindre le plateau des 40 buts. C'est dit être capable d'atteindre le plateau des 50 points. Je pense que Laine peut parfaitement l'atteindre. Va avoir du jeu en avantage numérique. Va avoir beaucoup de temps de jeu sur la glace. Là, ce qui est bon, c'est que tu peux jouer avec Caulfield et Laine sur le côté gauche au niveau du tir sur réception. On a deux gars droitiers qui peuvent décocher des tirs foudroyants. Nick Suzuki avec un jeu phénoménal au niveau de la passe.
Moi, la seule question que j'ai, puis on en avait parlé dans le dernier podcast hockey, Suzuki était payé à environ 7,8 millions. Là, tu as Laine qui arrive à 8,7. Est-ce que selon toi, on a parlé à Suzuki avant de faire l'acquisition de Laine? C'est sûr, premièrement, n'importe quelle acquisition pour moi, c'est toujours une bonne idée d'aller parler à ton capitaine. C'est toujours. On sait qu'il va jouer avec probablement sur l'avantage numérique ou on sait jamais là, des changements de trio. Des fois, ça fonctionne mieux l'année avec Suzuki. Suzuki est sorti lui-même et a dit que pour lui, c'était exactement ça que le Canadien avait besoin. Aussi, il l'a dit par lui-même. Mais niveau salaire, pour moi, c'est juste question de se rendre compte là, que c'est pas Kent Hughes qui a signé ce contrat-là à 8,7 millions. Kent Hughes ne signera pas de contrat à plus que ce que Suzuki fait pour l'instant, à moins vraiment d'avoir une superstar. Là, je dis pas que si Patrick Laine, dans les 2 prochaines années, compte 55 buts les 2 années qui suivent, marque 120 points, il y a des chances qu'il fasse plus que Suzuki si ça arrive. Là. Il y a des minces chances que ça arrive. Mais je pense que Suzuki comprend là, que c'est pas un contrat de Kent Hughes. On est allé le chercher pour essayer de faire reprendre son jeu et si on veut le garder, le re-signer en dessous de la valeur de Suzuki pour l'instant. Entièrement d'accord avec toi. Donc, c'était là, les minutes qu'on voulait consacrer à la transaction Laine Harris. Paris, signé Kent Hughes. Et rapidement, là, pour ceux et celles qui sont des amateurs du jeu NHL, allez voir sur YouTube le fameux là, trailer d'NHL 25 qui est sorti pour vous donner un peu un avant-goût là, de à quoi pourrait ressembler NHL 25 avec notamment là, l'image de couverture où les frères Hughes se retrouvent sur l'image officielle là, de la couverture du jeu NHL 25. C'est ce qui va conclure l'épisode du podcast du 22 août 2024 en compagnie de Cédric Paquette pour le segment LCF, premier les buts, et un court segment du haut de la passerelle au niveau de la LNH sur la transaction Laine Harris. On a débuté le podcast dès 18h30 avec le segment MLS, segment 100% soccer coup franc avec Nicolas Zota et Bruce Lubin, où nous avons fait la couverture complète du point de presse de Gabriel Gervais et les championnats européens également qui ont débuté là, dernièrement. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir été avec vous au podcast CGK Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. En mon nom et à toute l'équipe de l'échec avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se dit à la semaine prochaine. Cédric, merci d'avoir été là. Merci de me recevoir. Encore une fois, en mon nom, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Ciao. Robidoux vers Duquet. Duquet attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir. Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur une passe de Robidoux. Francisquez! Francis! Chase!